L'aube se levait péniblement sur la gare de Lyon en ce matin d'octobre 1874. Les pavés humides reflétant la lumière blafarde des réverbères à gaz qui se consumaient lentement dans l'air matinal. Paris s'éveillait dans un brouillard épais, chargé des fumées d'usines et des odeurs de misère qui montaient des quartiers populaires. Marguerite Dubois serrait contre sa poitrine un panier d'osier recouvert d'un linge blanc, ses mains tremblantes, trahissant l'angoisse qui l'habitait depuis des semaines. À l'intérieur, son fils de 3 mois, Henri, dormait paisiblement inconscient du destin qui l'attendait dans les campagnes lointaines du Morvan. La jeune femme de 24 ans portait sa robe de deuil, celle qu'elle avait revêtue pour l'enterrement de son mari 6 mois plus tôt. Jacques Dubois était mort, écrasé par une poutre dans l'usine textile où il travaillait depuis l'âge de 13 ans. L'accident avait été classé comme négligence ouvrière, privant Marguerite de toute indemnisation. Depuis, elle survivait en lavant du linge pour les familles bourgeoises du 7e arrondissement, gagnant péniblement 15 sous par jour quand elle trouvait du travail. « Le train pour Autun part dans 15 minutes !» cria le chef de gare, sa voix résonnant dans la brume matinale comme un glas funèbre. L'homme, bedonnant et rougeau, portait un uniforme bleu marine orné de galons dorés qui témoignait de son importance dans cette petite société ferroviaire naissante. Marguerite n'était pas seule sur le quai. Autour d'elle, une quinzaine d'autres femmes attendaient, chacune portant un fardeau similaire. Certaines pleuraient silencieusement, leurs sanglots étouffés par les bruits de la gare qui s'animaient. D'autres affichaient une résignation douloureuse, le regard vide de celles qui ont déjà trop souffert pour pleurer encore. Toutes partageaient la même réalité cruelle qui avait déchiré la France industrielle naissante. Elles ne pouvaient plus nourrir leurs enfants dans un Paris où le coût de la vie augmentait plus vite que les salaires de misère. Catherine Moreau, une veuve de 30 ans, originaire de Belleville, berçait nerveusement sa fille de 5 mois. « J'ai entendu dire que les campagnes du Morvan sont saines, » murmurait-elle à Marguerite. « L'air y est pur, le lait abondant. Nos petits y grandiront mieux que dans les taudis parisiens. » Elle tentait de se convaincre autant que de rassurer sa voisine, mais sa voix tremblait d'incertitude. Anne Lefebvre, assise sur un banc de bois, tenait contre elle un nourrisson de 4 mois qui pleurait faiblement. Cette ancienne domestique avait été chassée de sa place quand sa grossesse avait été découverte. Le père, un bourgeois marié, avait nié toute responsabilité. « C'est la meilleure solution », répétait-elle comme un mantra. À Paris, ils mourraient de faim de toute façon. Au moins là-bas, ils auront de l'air pur et du lait frais de nos bonnes paysannes françaises. Madame Dubois ?» La voix appartenait à un homme bedonnant vêtu d'un costume sombre de bonne coupe, Monsieur Leclerc, l'intermédiaire qui organisait ses voyages vers les campagnes du Morvan. Âgé d'une 50aine d'années, il arborait une barbe soigneusement taillée et des manières distinguées qui inspiraient confiance aux mères désespérées. Son bureau, situé rue du Faubourg-Saint-Martin, était décoré de certificats officiels et de lettres de recommandation qui attestaient de son honorabilité. « Tout est en ordre pour le petit Henri », continua-t-il, avec un sourire paternel. « Madame Rousseau vous attend à Château-Chinon. Une femme remarquable, je vous assure, mère de 8 enfants, tous élevés dans la tradition chrétienne. Votre petit Henri sera entre les meilleures mains possibles. Elle a déjà sauvé tant d'enfants parisiens. » Les paroles de Leclerc sonnaient comme une litanie répétée 1000 fois, rodée par des années de pratique. Il remit à Marguerite une enveloppe cachetée contenant l'adresse exacte et les instructions détaillées, ainsi qu'un billet de train aller simple de 3e classe. Le retour, elle devrait le payer elle-même, si elle en avait les moyens, et si elle souhaitait un jour revoir son enfant. Mais Leclerc ne précisait jamais cette dernière condition. « N'oubliez pas, ajouta-t-il en comptant les 3 francs d'avance que Marguerite lui remettait, la pension mensuelle doit être envoyée régulièrement. Madame Rousseau a ses propres enfants à nourrir, et ces temps sont difficiles pour nos braves paysans. 3 francs par mois, ce n'est pas cher payé pour sauver une vie, n'est-ce pas ?» 3 francs représentaient 20 jours de travail pour Marguerite, quand elle parvenait à trouver de l'ouvrage.
Mais elle hocha la tête, signant de sa plus belle écriture le contrat qui faisait d'elle une mère indigne aux yeux de la société, mais une mère aimante dans son cœur brisé. Le voyage vers le Morvan fut un cauchemar qui dura 8 heures. Le wagon de 3e classe était bondé de voyageurs de toutes conditions. Ouvriers retournant dans leurs villages nataux, paysans venus vendre leurs produits aux halles, soldats en permission, et cette cohorte de mères accompagnant leurs enfants vers un destin incertain. L'air était vicié par la fumée des pipes, les odeurs corporelles et la sueur de corps entassés dans un espace confiné. Les bancs de bois dur n'offraient aucun confort, et les chaos incessants du train rendaient le voyage pénible. Henri pleurait sans arrêt, et Marguerite tentait désespérément de le calmer avec les dernières gouttes de lait qu'elle pouvait encore produire. Sa production lactée diminuait jour après jour depuis qu'elle ne parvenait plus à se nourrir correctement. Le pain noir et la soupe claire qu'elle s'offrait une fois par jour ne suffisaient pas à maintenir son corps en état de nourrir son enfant. Autour d'elle, d'autres mères vivaient le même calvaire. Les pleurs des nourrissons se mêlaient dans une symphonie déchirante qui arrachait des larmes même aux voyageurs les plus endurcis. Un vieux paysan bourguignon, ému par ce spectacle, offrit un morceau de pain bis à Catherine Moreau. « Pour que vous ayez du lait, ma brave dame, » dit-il simplement. Mais que pouvait un morceau de pain contre des mois de malnutrition? Le contrôleur, un homme sec au visage buriné, vérifiait les billets avec une indifférence professionnelle. Il avait l'habitude de ces convois de misère qui transportaient régulièrement des mères et leurs enfants vers les campagnes. « Encore des Parisiens qui vont placer leurs mômes », marmonnait-il à son collègue. « Il y en a de plus en plus. Bientôt, il n'y aura plus un seul enfant dans la capitale. » Anne Lefebvre tentait de consoler sa voisine en racontant les histoires rassurantes que lui avait servi Leclerc. Il m'a dit que certains enfants, une fois guéris et fortifiés par l'air de la campagne, restent définitivement chez leur nourrice. Ils deviennent comme leurs propres fils et héritent même parfois de leurs biens. Nos petits pourraient avoir une vie meilleure que celle que nous pourrions leur offrir. Ces paroles réconfortaient momentanément les mères, mais au fond de leur cœur, elles savaient qu'elles disaient peut-être adieu à leurs enfants pour toujours. La société bourgeoise de l'époque considérait ces placements nourriciers comme une solution pratique au problème de la surpopulation urbaine et de la misère ouvrière. Mieux valait que ces enfants des classes laborieuses grandissent à la campagne plutôt que de grossir les rangs des classes dangereuses parisiennes. Le train s'arrêta plusieurs fois dans de petites gares provinciales aux noms évocateurs: Melun, Fontainebleau, Montargis. À chaque arrêt, quelques mères descendaient avec leurs précieux fardeaux, prises en charge par des intermédiaires locaux ou des nourrices venues les chercher. Les adieux étaient brefs et douloureux, chacune tentant de paraître forte devant les autres. Vers 15 heures, le train atteignit Avallon, importante ville du département de l'Yonne. Plusieurs femmes descendirent ici, dirigées vers les fermes environnantes. Marguerite observe leur visage creusé par l'inquiétude et se demanda si elle reverrait jamais certaines d'entre elles. Enfin, en fin d'après-midi, le convoi arriva à Château-Chinon, petite ville nichée au cœur du Morvan. La gare, construite récemment, contrastait avec l'architecture médiévale du bourg. Le bâtiment de pierre grise aux volets verts s'intégrait harmonieusement dans le paysage de collines boisées qui entourait la cité. L'air était effectivement plus pur qu'à Paris, portant les parfums de la terre humide, des feuilles d'automne et de cette odeur si particulière des forêts de feuillus qui caractérisent le Morvan. Les collines ondulaient à perte de vue, couvertes de châtaigniers et de chênes au feuillage roux et doré. C'était un paysage apaisant qui contrastait cruellement avec l'angoisse des mères. Plusieurs femmes attendaient sur le quai de pierre, certaines tenant des nourrissons emmitouflés dans leurs bras, d'autres les mains vides, mais le regard lourd de secrets. Elles portaient les costumes traditionnels du Morvan, robes sombres, tabliers immaculés, coiffes blanches soigneusement empesées. Leurs visages hâlés par le soleil et le travail des champs témoignaient d'une vie rude, mais saine. Madame Rousseau se présenta avec un sourire maternel.
Une femme trapue d'une 50aine d'années, au visage buriné par le soleil et le travail de la terre. Ses mains calleuses, marquées par des années de labeur, prirent Henri avec une douceur surprenante qui rassura momentanément Marguerite. « Il est beau ce petit ange », dit-elle avec un accent bourguignon prononcé qui chantait aux oreilles parisiennes. « Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai élevé 8 enfants en bonne santé et j'en nourris actuellement 6 autres. Il sera traité comme mon propre fils. Vous avez ma parole de chrétienne. » La nourrice portait une robe de laine brune, un tablier de toile écrue et une coiffe blanche traditionnelle du Morvan. Son apparence respirait la respectabilité paysanne et la solidité morale que recherchaient les familles urbaines pour leurs enfants. Elle parlait avec assurance de ses méthodes d'élevage, de la qualité du lait de ses vaches et de la pureté de l'eau de son puits. Marguerite remit l'argent convenu, 3 francs pour le premier mois, une somme qu'elle avait réunie en vendant ses derniers bijoux de mariage et sa robe du dimanche. Madame Rousseau signa un reçu d'une écriture appliquée et promit d'envoyer des nouvelles régulièrement, au moins 1 fois par mois. « Vous verrez, » dit-elle en berçant Henri qui s'était calmé, « dans quelques mois vous ne le reconnaîtrez plus. Nos enfants du Morvan sont roses et dodus, pas comme ces pauvres petits maigrichons des villes. L'air pur et le bon lait de nos vaches bourguignonnes, il n'y a rien de tel pour faire grandir un bambin. » Le moment de la séparation fut déchirant. Henri gazouillait dans les bras de sa nouvelle nourrice, ses petits yeux bleus regardant curieusement autour de lui, ignorant que sa mère le contemplait peut-être pour la dernière fois. Marguerite caressa une dernière fois le front duveteux de son fils, respira son odeur de bébé, grava dans sa mémoire chaque détail de son visage poupin. « Soyez tranquille, Madame Dubois », répéta Madame Rousseau. « Je vous écrirai dès la semaine prochaine pour vous donner de ces nouvelles. Et vous pourrez venir le voir quand vous voudrez, bien sûr. » Mais toutes deux savaient que le voyage coûtait cher et que Marguerite n'aurait probablement jamais les moyens de revenir dans le Morvan. C'était un mensonge pieux qui adoucissait la cruauté de la séparation. Marguerite monta dans le train du retour, le cœur brisé mais l'esprit momentanément soulagé. Elle avait fait ce qu'il fallait. Henri allait survivre, grandir à la campagne, devenir peut-être un solide paysan bourguignon. Elle se persuadait qu'elle lui avait offert une chance de vie qu'elle n'aurait jamais pu lui donner dans les taudis parisiens. Pendant le voyage de retour, plus calme car elle n'avait plus d'enfants à consoler, elle observa le paysage qui défilait. Les champs fraîchement labourés, les fermes cossues, les villages paisibles lui parurent autant de promesses d'une vie meilleure pour son fils. Elle s'endormit en rêvant du jour où elle reviendrait chercher Henri, devenu un beau garçon aux joues roses et à l'accent bourguignon. Ce qu'elle ignorait, c'est que Madame Rousseau tenait dans ses bras le 15e bébé qu'elle accueillait cette année dans sa ferme du Morvan. Elle ignorait également que seuls 2 de ses enfants étaient encore vivants et que l'un d'eux agonisait lentement dans un berceau de fortune au fond d'un appentis humide et mal chauffé. La ferme de Madame Rousseau se dressait au bout d'un chemin de terre battu, à 3 kilomètres du bourg de Château-Chinon, isolée dans un vallon boisé où le vent faisait gémir les branches des châtaigniers centenaires. C'était une bâtisse de pierre grise typique du Morvan, avec ses murs épais construits pour résister aux hivers rigoureux et son toit d'ardoise noirci par les intempéries de plusieurs générations. La cour pavée était entourée d'une grange délabrée, d'une étable qui abritait 2 vaches maigres et de plusieurs appentis de bois où s'entassaient une dizaine de berceaux de fortune taillés dans des caisses ou des tonneaux usagés. Henri ne pleura pas en découvrant son nouveau foyer. Il était trop faible et trop épuisé par le voyage pour manifester quelque émotion que ce soit. Le petit corps était secoué par la fièvre qui l'avait pris dans le train, et ses lèvres pâles cherchaient instinctivement le sein maternel qui n'était plus là. Madame Rousseau le déposa dans un berceau de bois brut, entre 2 autres nourrissons qui gémissaient faiblement dans la pénombre de l'appentis mal éclairé. « Chut, mes petits anges !» murmurait-elle en préparant les biberons du soir, versant dans plusieurs récipients de verre ébréchés un liquide blanchâtre qui n'avait que peu de ressemblance avec du lait maternel. C'était un mélange d'eau puisée au puits.
de farine de seigle, de lait de vache coupé, et parfois additionné de sucre brun quand elle en avait les moyens. Cette bouillie blanche, comme l'appelèrent les nourrices, était supposée remplacer le lait maternel, mais sa valeur nutritive était dérisoire et sa préparation souvent défaillante. La réalité de la ferme Rousseau était bien différente de ce que Marguerite et les autres mères parisiennes imaginaient. Veuve depuis 10 ans après la mort de son mari emporté par une pneumonie, Jeanne Rousseau survivait tant bien que mal grâce aux maigres revenus de sa petite exploitation et aux pensions versées par les familles urbaines. Avec 12 bébés actuellement sous son toit, elle recevait théoriquement 36 francs par mois, une somme considérable pour l'époque, équivalente au salaire d'un ouvrier qualifié. Mais la réalité était plus complexe. La moitié de ces sommes étaient prélevées par M. Leclerc et ses associés parisiens qui se rémunéraient grassement sur la détresse des familles. Le reste suffisait à peine à nourrir correctement 2 ou 3 enfants, sans compter que certaines pensions n'arrivaient jamais, les familles sombrant dans une misère encore plus profonde ou disparaissant simplement dans l'anonymat des faubourgs. Marie Rousseau, la fille de 14 ans de la nourrice, revenait des champs avec un seau de lait de chèvre tiédi par la marche. Cette adolescente aux cheveux châtains et au visage hâlé portait déjà sur ses épaules le poids de responsabilités d'adulte. Depuis la mort de son père, elle aidait sa mère dans tous les travaux de la ferme, y compris dans cette activité nourricière qui la dégoûtait secrètement. « Maman, viens m'aider !» cria Madame Rousseau. « Le petit Julien ne va pas bien, et le nouveau Henri refuse de boire. Il faut que je prépare la bouillie pour tous les autres. » Marie regardait ses bébés avec un mélange de pitié et de résignation forcée. Elle avait vu tant d'enfants arriver pleins d'espoir et repartir dans des cercueils de fortune qu'elle avait appris à ne plus s'attacher à eux. C'était sa façon de survivre psychologiquement à cette tragédie quotidienne qui se déroulait sous les toits de leur ferme familiale. « Celui-là ne passera pas la semaine », murmura-t-elle, en regardant Henri qui respirait difficilement. « Il est arrivé trop faible. Et puis, regarde ses yeux. Ils sont déjà ternes. » Sa mère lui lança un regard sévère. « Ne dis pas de malheur, Marie. Nous faisons de notre mieux avec les moyens que nous avons. Si le bon Dieu les rappelle à lui, c'est qu'il en a décidé ainsi. » Le quotidien de la ferme était un cycle infernal de pleurs, de biberons donnés à la hâte et de changes négligés par manque de linge propre. Madame Rousseau, malgré ses bonnes intentions initiales, était rapidement débordée par l'ampleur de la tâche. Elle avait commencé cette activité 3 ans plus tôt pour sauver quelques enfants abandonnés et arrondir ses maigres revenus, mais l'appât du gain et la demande croissante de familles désespérées l'avaient menée sur une pente dangereuse. Les conditions d'hygiène étaient déplorables, non par méchanceté, mais par ignorance et manque de moyens. Les biberons n'étaient lavés qu'1 fois par jour, dans une eau souvent souillée par les déjections animales qui s'infiltraient dans le puits mal protégé. Les tétines, fabriquées avec des bouts de chiffon ou des morceaux de cuir, n'étaient jamais stérilisées. Les langes n'étaient changés que lorsque l'odeur devenait vraiment insupportable, car le savon coûtait cher et l'eau chaude nécessitait du bois qu'il fallait économiser pour l'hiver. L'appentis qui servait de nursery était humide et mal chauffé. Les murs de pierre suintaient l'humidité et les courants d'air s'infiltraient par les fentes du toit de planches mal ajustées. L'hiver approchant, les températures nocturnes chutaient rapidement et les enfants dormaient serrés les uns contre les autres, partageant leur maladie avec une efficacité redoutable. Henri survécut à sa première semaine, contrairement à 2 autres nourrissons, le petit Julien et une fillette prénommée Célestine, qui succombèrent à la dysenterie. Leurs petits corps amaigris furent enveloppés dans des linges usagés et enterrés discrètement dans le pré derrière la ferme, sans cérémonie ni pierre tombale. Seules quelques planches clouées sommairement marquaient l'emplacement de ces tombes d'enfants qui n'avaient jamais eu l'occasion de vivre vraiment. Madame Rousseau continua pourtant à encaisser leur pension pendant 2 mois supplémentaires, envoyant des lettres rassurantes aux familles parisiennes. « Votre petit Julien se porte à merveille », écrivait-elle de sa plus belle écriture. « Il a pris du poids et commence à sourire. Le climat du Morvan lui réussit parfaitement. »
Ces mensonges lui pesaient sur la conscience, mais la nécessité économique était plus forte que les remords moraux. Un matin de novembre, alors que les premiers frimas blanchissaient l'herbe des prés, Henri cessa de boire son biberon. Ses petites lèvres étaient bleuies par le froid et le manque d'oxygène, et sa respiration était devenue saccadée, laborieuse. Madame Rousseau reconnaissait les signes qu'elle avait appris à identifier au fil des années. Encore un petit qui ne passerait pas l'hiver bourguignon. « Il faut appeler le médecin », suggéra timidement Marie en caressant le front brûlant du bébé. « Avec quel argent ?» rétorqua sa mère avec une amertume qui trahissait sa propre détresse. « Le docteur Moreau demande 5 francs pour une visite, plus les médicaments. Et même s'il venait, que pourrait-il faire pour un enfant si faible ? Ces petits Parisiens arrivent déjà à moitié morts de malnutrition. » Cette nuit-là, tandis que le vent du nord sifflait dans les interstices de l'appentis, Henri rendit son dernier souffle dans un ultime gémissement que personne n'entendit. Au matin, Marie le découvrit froid et rigide dans son berceau de fortune. C'était le 7e enfant qui mourait dans la ferme cette année, et l'hiver ne faisait que commencer. Madame Rousseau rédigea une lettre à Marguerite Dubois, utilisant les formules qu'elle avait apprises par cœur. « Madame, c'est avec une grande tristesse que je vous annonce que votre petit Henri s'est paisiblement éteint cette nuit d'une fièvre subite, malgré tous les soins que nous lui avons prodigués. Il n'a pas souffert et s'est endormi comme un ange dans les bras du Seigneur. Nous l'avons enterré dans notre cimetière familial, avec toute la dignité qui convenait à ce petit innocent. Mais Henri ne fut pas enterré dans un cimetière familial. Son petit corps rejoignit ceux de Julien et Célestine dans le pré humide, sous quelques pelletées de terre et une croix de bois brut sur laquelle Marie avait gravé au couteau. Henri, 1874. Madame Rousseau continua d'encaisser sa pension pendant 3 mois supplémentaires, le temps que l'administration parisienne réalise que les lettres de nouvelles s'étaient arrêtées. Dans son petit appartement sombre de Belleville, Marguerite ne saurait jamais que son fils était mort depuis longtemps quand elle reçut cette dernière lettre. Elle continua de rêver à leur retrouvaille future, économisant sou par sou pour pouvoir un jour faire le voyage du Morvan et ramener Henri à Paris. Elle lui tricotait des petits vêtements qu'elle rangeait précieusement dans une malle, imaginant comme il serait beau avec sa blouse bourguignonne et son accent de la campagne. Parfois, les nuits d'insomnie, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Mais elle chassait vite ses pensées en se remémorant les paroles rassurantes de M. Leclerc et les promesses de Madame Rousseau. Son Henri grandissait au grand air, buvait le bon lait des vaches du Morvan, apprenait à marcher dans les prés fleuris. Il serait plus fort et plus heureux qu'elle n'aurait jamais pu le rendre dans les taudis parisiens. L'hiver 1874-1875 fut particulièrement rigoureux dans le Morvan. La neige tomba en abondance dès le mois de décembre, isolant les fermes pendant des semaines. Dans l'appentis de Madame Rousseau, 3 autres bébés moururent de froid et de malnutrition avant la fin de l'année. Seuls 2 enfants survécurent à cette saison meurtrière, un garçon robuste de 8 mois prénommé Antoine et une petite fille de 6 mois, Louise, qui semblait avoir hérité d'une constitution exceptionnellement résistante. Au printemps 1875, quand la neige fondit et que les chemins redevinrent praticables, M. Leclerc fit sa tournée habituelle des fermes nourricières. Il constata avec une satisfaction cynique que les pertes de l'hiver avaient été raisonnables. Seulement 10 enfants morts sur les 15 placés dans la région. La sélection naturelle, comme il aimait à le dire en privé à ses associés parisiens. « Madame Rousseau, dit-il en comptant les billets qu'il lui remettait, vous avez fait du bon travail cette année. Je vous amène 6 nouveaux pensionnaires la semaine prochaine, des familles très solvables qui paieront rubis sur l'ongle. » Il ne mentionnait jamais les morts, préférant se concentrer sur les nouvelles opportunités commerciales. La nourrice accepta sans enthousiasme. Elle avait vieilli au cours de cet hiver terrible, rongée par les remords et la fatigue. Mais que pouvait-elle faire d'autre ? Sa ferme ne rapportait pratiquement rien, et cette activité nourricière, malgré ses horreurs,
lui permettait de survivre et de nourrir sa propre fille. Dans le pré derrière la ferme, l'herbe nouvelle poussait déjà sur les petites tombes anonymes. Au printemps, quand les jonquilles fleuriraient, on ne distinguerait plus les légères bosses dans le terrain qui marquaient l'emplacement de ces vies écourtées. Henri et ses compagnons d'infortune rejoindraient l'anonymat de la terre du Morvan, comme s'ils n'avaient jamais existé. 3 mois plus tard, avril 1875, l'inspecteur Paul Moncler descendit du fiacre devant la mairie de Château-Chinon, ses bottes de cuir noir craquant sur les pavés humides de cette matinée pluvieuse d'avril. À 42 ans, cet homme mince, au regard perçant et aux cheveux grisonnants prématurément, avait consacré les 15 dernières années de sa carrière à lutter contre la mortalité infantile qui gangrenait les campagnes françaises. Diplômé de l'école polytechnique et ancien sous-préfet dans le Jura, il avait demandé sa mutation au ministère de l'Intérieur après avoir été témoin des ravages du choléra dans les orphelinats de province. Envoyé par le ministre de Broglie pour enquêter sur les rapports alarmants concernant les nourrices du Morvan, il portait sous le bras une serviette de cuir contenant des dossiers qui faisaient état de taux de mortalité anormalement élevés dans plusieurs cantons ruraux. Ce qui devait être une mission administrative de routine allait se transformer en quête personnelle qui bouleverserait sa propre existence et révélerait des secrets enfouis depuis 20 ans. Le maire de Château-Chinon, M. Beaumont, l'accueillit dans son bureau lambrissé avec un mélange de nervosité et de défiance mal dissimulée. Cet homme corpulent d'une 60aine d'années, enrichi dans le commerce du bois, connaissait parfaitement la situation des fermes nourricières de sa commune, mais préférait fermer les yeux contre quelques avantages financiers discrets. « Monsieur l'inspecteur, commença-t-il en servant un verre de vin blanc du pays, je dois vous dire que nos nourrices font de leur mieux dans des conditions difficiles. Ces enfants de Paris arrivent souvent déjà malades, affaiblis par le voyage et la malnutrition urbaine. Nos braves paysannes ne peuvent faire de miracles. » Moncler l'interrompit d'un geste sec, refusant le verre tendu. « Monsieur le maire, j'ai consulté les registres départementaux et croisé les données avec celles de la préfecture de la Seine. Dans votre canton, la mortalité infantile chez les nourrissons placés atteint 87% sur les 3 dernières années. À Paris, dans les quartiers les plus miséreux de Belleville et de la Goutte d'Or, elle ne dépasse pas 45%. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et exigent une explication. Le maire se troubla, tripotant nerveusement sa chaîne de montre. « Mais enfin, monsieur l'inspecteur, il faut tenir compte des différences de conditions. Précisément, l'air pur de la campagne et l'alimentation saine devraient améliorer la survie de ces enfants, pas l'aggraver. Je vais commencer mes visites dès ce matin. » La première inspection de Moncler fut pour la ferme Rousseau, qu'il avait choisie au hasard sur la liste fournie par la mairie. En approchant de la bâtisse isolée par le chemin boueux, il fut immédiatement frappé par le silence inquiétant qui régnait. Pas de pleurs d'enfants, pas de gazouillis, pas de ces bruits caractéristiques d'une nurserie en activité. Seuls résonnaient les aboiements d'un chien errant et le grincement lugubre des volets mal fixés qui battaient au vent. Madame Rousseau l'accueillit avec un sourire forcé qui ne parvenait pas à masquer son anxiété, essuyant ses mains poisseuses sur son tablier taché. « Monsieur l'inspecteur, quelle surprise! Mes petits anges dorment, c'est l'heure de la sieste de l'après-midi. Ils ont bien mangé et se reposent tranquillement. Combien d'enfants hébergez-vous actuellement, Madame Rousseau ?» demanda Moncler en sortant son carnet de cuir noir et son crayon. « 8, monsieur. Tous en parfaite santé, grâce à la divine providence et aux bons soins que nous leur prodiguons. » Mais quand Moncler pénétra dans l'appentis transformé en nurserie, il ne compta que 3 berceaux occupés. 3 bébés émaciés aux yeux ternes et vitreux, qui respiraient avec difficulté dans l'air vicié et chargé d'odeurs d'excréments. L'un d'eux, une petite fille d'environ 6 mois, était manifestement en train de mourir, ses lèvres bleues trahissant une détresse respiratoire avancée. « Et les 5 autres, Madame Rousseau? Eh bien, ils sont... » La nourrice bégayait, cherchant ses mots, ses mains tremblant visiblement. « 2 sont chez ma sœur à Autun, pour changer d'air sur conseil du médecin. 3 autres sont... »
sont partis se promener avec ma fille Marie. « Madame Rousseau, dit Montclerc d'une voix ferme en se penchant vers le bébé agonisant, cet enfant a besoin de soins médicaux immédiats et j'ai besoin de voir tous les registres de placement ainsi que les certificats de décès des enfants morts sous votre garde au cours des 12 derniers mois. » C'est alors que le masque de respectabilité paysanne s'effondra complètement. Madame Rousseau fondit en larmes, s'effondrant sur une chaise bancale qui gémit sous son poids. « Monsieur l'inspecteur, vous ne comprenez pas? Je ne voulais pas que ça arrive. Au début, je voulais vraiment les sauver, ces pauvres petits. Mais ils arrivent si faibles, si malades, et l'argent ne suffit jamais. » Au fil des heures d'interrogatoire, la vérité émergea comme un abcès purulent qui crève enfin. Les registres falsifiés, soigneusement trafiqués pour dissimuler l'ampleur des décès. Les morts dissimulées aux familles parisiennes pendant des mois. Les pensions encaissées indûment pour des enfants enterrés depuis longtemps dans le pré humide derrière la ferme. Mais surtout, l'existence d'un réseau organisé qui dépassait largement le cadre de quelques nourrices isolées et touchait l'ensemble du système de placement rural. « Leclerc !» murmura Madame Rousseau entre deux sanglots. « C'est lui qui nous apporte tous ces enfants, toujours plus nombreux. Il nous dit de ne pas faire d'histoire, que personne ne viendra jamais vérifier, que les familles parisiennes ne reviendront jamais chercher ces bâtards de la misère. Il prend la moitié de l'argent et nous laisse nous débrouiller avec le reste. » Montclerc sentit son sang se glacer dans ses veines. Il connaissait ce nom depuis des années. Victor Leclerc était un homme d'affaires parisien de réputation établie, membre de plusieurs conseils d'administration, bienfaiteur affiché de diverses œuvres de charité catholique. Il siégeait même au conseil de surveillance de l'Hospice des enfants trouvés et était décoré de la Légion d'honneur pour ses services rendus à l'enfance malheureuse. Mais ce que Montclerc ne révéla pas immédiatement à Madame Rousseau, c'est qu'il avait une raison profondément personnelle de haïr ce système abject. 20 ans plus tôt, en 1855, sa propre sœur cadette Élise, alors âgée de 18 ans, était tombée enceinte des œuvres d'un bourgeois marié qui l'avait séduite puis abandonnée quand sa grossesse avait été découverte. Chassée de la maison familiale par leur père, un notaire de province aux principes rigides, Élise avait trouvé refuge chez Paul, alors jeune sous-préfet plein d'idéaux. Quand l'enfant était né, une petite fille aux yeux bleus qu'elle avait prénommée Céleste, Élise n'avait pas les moyens de l'élever seule. Sur les conseils d'un bureau de placement parisien dirigé par un certain Victor Leclerc, elle avait confié sa fille à une nourrice de Normandie, près de Caen. Le bébé était officiellement mort au bout de 6 semaines, emporté par une pneumonie selon le certificat médical. Élise ne s'en était jamais remise. Elle avait sombré dans une mélancolie profonde qui l'avait menée à la folie, puis à la mort à l'âge de 23 ans, dans l'asile de Charenton, où Paul l'avait fait interner en désespoir de cause. « Madame Rousseau, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion contenue, l'enfant que ma sœur avait confié à une nourrice près de Caen en 1855. C'était une petite fille prénommée Céleste Montclerc. Les registres indiquent qu'elle était placée chez une certaine Madame Dutheil. Savez-vous si... » La vieille femme le regarda avec des yeux remplis d'une tristesse infinie, comme si elle portait sur ses épaules le poids de tous les enfants morts dans les fermes de France. « Monsieur l'inspecteur, nous étions nombreuses dans ce commerce, trop nombreuses, et nous étions toutes liées les unes aux autres par les intermédiaires. Votre nièce? Oui, je me souviens. Madame Dutheil m'en avait parlé dans une lettre, l'année où j'ai commencé. Une belle petite fille aux yeux bleus comme les vôtres. Elle n'a pas survécu à son premier hiver normand. Le monde de Montclerc s'effondra en un instant. Sa quête professionnelle de justice devenait soudain intensément personnelle, douloureusement intime. Il n'était plus seulement un inspecteur enquêtant sur un scandale sanitaire administratif. Il était un oncle cherchant la vérité sur la mort de sa nièce et par extension sur celle de sa sœur bien-aimée qui était morte de chagrin. « L'est enterré où ?» demanda-t-il, la voix brisée par une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Dans le pré,
derrière la ferme Dutheil, avec tous les autres petits anges. Madame Dutheil est morte l'hiver dernier, mais sa ferme est toujours là, abandonnée, les tombes aussi. Cette révélation bouleversante transformait radicalement la nature de l'enquête. Montclair réalisait que ce système criminel avait détruit sa propre famille 20 ans avant qu'il ne découvre son existence. Sa motivation pour démanteler ce réseau de morts venait de décupler, alimentée par une soif de justice personnelle et une rage froide qui dépassait largement le cadre de sa mission officielle. Le soir même, dans sa chambre de l'auberge du commerce à Château-Chinon, il écrivit une longue lettre à sa femme Catherine, restée à Paris avec leurs 2 enfants. Il lui révélait enfin la vérité sur la mort d'Élise et de Céleste, cette vérité qu'il avait gardée secrète pendant 20 ans pour épargner sa famille. « Ma chérie », écrivait-il de sa belle écriture d'ancien polytechnicien, « j'ai découvert aujourd'hui que notre Élise et sa petite Céleste ont été victimes du même système abject que j'enquête aujourd'hui. Elles n'ont pas été emportées par la fatalité, mais assassinées par la cupidité et l'indifférence organisée. Je vais aller jusqu'au bout de cette affaire, quoi qu'il m'en coûte. » Cette nuit-là, Paul Montclair ne dormit pas. Il arpentait sa chambre exiguë en reconstituant mentalement le puzzle infernal des fermes à bébés, comprenant enfin l'ampleur du massacre organisé qui se perpétrait depuis des décennies dans les campagnes françaises. Demain, il irait voir la tombe de Céleste. Puis il remonterait jusqu'à Paris pour confronter Victor Leclerc et exiger des comptes au nom de toutes les victimes de ce commerce de la mort déguisé en œuvre de charité. Les semaines qui suivirent cette révélation catastrophique furent un plongeon méthodique dans l'horreur organisée. Armé de sa nouvelle détermination et de sa rage froide, Montclair étendit son enquête à toute la région bourguignonne et au-delà. Chaque ferme visitée révélait de nouveaux aspects de ce système industriel de la mort, orchestré par une poignée d'intermédiaires sans scrupules qui s'enrichissaient sur les cadavres d'enfants. À Avallon, dans une cave voûtée du XIIe siècle transformée en nursery de fortune, il rencontra Madame Perrin, une veuve de 50 ans qui s'occupait de 15 nourrissons dans un espace de 3 mètres sur 4. La puanteur qui s'échappait de cette cave était si intense, mélange d'excréments, d'urine fermentée et de chair en décomposition, qu'il dut sortir précipitamment pour vomir ses tripes sur les pavés de la cour. « Comment faites-vous pour dormir la nuit, Madame Perrin ?» demanda-t-il à cette femme au regard éteint, aux vêtements souillés et aux mains tremblantes d'alcoolisme chronique. « On s'habitue, monsieur l'inspecteur », répondit-elle d'une voix atone. Et puis, c'est mieux pour eux, vous savez. Ils ne souffrent plus quand le bon Dieu les rappelle à lui. Ces petits êtres n'étaient pas faits pour ce monde de misère. 12 des 15 berceaux étaient vides, leurs occupants morts de dysenterie, de malnutrition ou de pneumonie au cours des 2 derniers mois d'hiver. Les 3 survivants présentaient tous les signes d'un rachitisme avancé et d'infections multiples qui ne leur laissaient aucune chance de survie. À Nevers, dans un ancien poulailler reconverti, il découvrit la ferme de la veuve Marchand où 18 bébés étaient entassés dans des conditions encore plus épouvantables. L'eau était puisée dans un puits contaminé par les déjections de la basse-cour, et les biberons étaient remplis d'un mélange nauséabond d'eau croupie, de farine avariée infestée de charançons et de lait caillé depuis plusieurs jours. Seuls 4 enfants étaient encore vivants, dans un état squelettique qui faisait peine à voir. « Madame Marchand, dit-il en examinant un bébé de 6 mois qui ne pesait visiblement pas plus de 3 kilos, cet enfant est en train de mourir de faim. Comment justifiez-vous cela ?»« Ben, répondit-elle en haussant les épaules avec une indifférence révoltante, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Ces Parisiens, ils payent pas toujours. Et Leclerc, il prend sa part. Qu'est-ce qui reste pour nourrir tout ce monde ? Mais le plus choquant pour Montclair était l'attitude complice des autorités locales. Médecins, maires, préfets, percepteurs, tous savaient parfaitement ce qui se passait dans ces fermes de la mort. Tous fermaient délibérément les yeux contre quelques pièces d'or glissées dans leurs poches ou par simple indifférence cynique à l'égard de ces bâtards parisiens que personne ne regretterait.
Le docteur Moreau, seul médecin du canton de Château-Chinon et officier de santé diplômé de l'école de médecine de Dijon, reçut Montclair dans son cabinet bourgeois décoré de diplômes et de gravures médicales. Cet homme de 60 ans, bedonnant et satisfait, avoua sans la moindre gêne. « Que voulez-vous que je fasse, monsieur l'inspecteur? Ces femmes n'ont pas les moyens de payer mes consultations. 5 francs, c'est le tarif officiel. Et franchement, ces enfants viennent de familles si misérables, si dégénérées. N'est-ce pas une forme de charité chrétienne que de les laisser partir sans trop de souffrance? La sélection naturelle fait son œuvre, comme l'enseigne notre grand Darwin. » Montclair le gifla avec une violence qui surprit le médecin autant que lui-même. C'était la première fois de sa carrière de fonctionnaire qu'il perdait son sang-froid, mais l'image de sa nièce céleste morte dans des conditions similaires le hantait jour et nuit, nourrissant une colère qui menaçait de le consumer. « Docteur Moreau, dit-il d'une voix tremblante de rage contenue, vous prêtez serment de soigner et de sauver des vies. Ces enfants meurent par négligence criminelle et vous osez invoquer la science pour justifier votre lâcheté. » Son enquête le mena ensuite jusqu'à Paris, dans les bureaux cossus de Victor Leclerc, rue de Rivoli, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle aux façades ornées de mascarons et de balcons en fer forgé. L'homme d'affaires le reçut dans un salon bourgeois décoré de tableaux de maître, de meubles en acajou massif et de tapis d'Orient. L'ironie était saisissante et révoltante. Cet homme s'enrichissait sur la mort d'enfants innocents tout en affichant un train de vie luxueux et une respectabilité sociale éclatante. « Monsieur Leclerc, » attaqua Montclair sans préambule dès qu'il fut introduit dans le salon, « votre réseau de nourrices a causé la mort de plus de 300 enfants documentés au cours des 3 dernières années et probablement des milliers d'autres. Comment justifiez-vous ce massacre organisé ?» Leclerc, homme élégant d'une 50aine d'années aux favoris soigneusement taillés, alluma tranquillement un cigare de la Havane, soufflant la fumée parfumée vers le plafond orné de moulures dorées à la feuille. « Monsieur l'inspecteur, vous dramatisez outrageusement la situation. Ces enfants étaient condamnés dès leur naissance par leur hérédité et leurs conditions sociales. Nous leur offrons au moins une chance de survie, en les plaçant dans de bonnes familles rurales, loin de la corruption et de la pestilence urbaine. Que la nature fasse son tri darwinien n'est pas de notre responsabilité morale ou légale. »« Une chance ?» explosa Montclair en abattant son poing sur la table de marqueterie. « 27% de mortalité, vous appelez ça une chance de survie? Ces statistiques sont biaisées et trompeuses, » répliqua Leclerc avec un sourire condescendant qui révélait des dents parfaitement entretenues. Les familles qui nous confient leurs enfants appartiennent aux classes les plus désespérées et dégénérées de la société. Ces bébés arrivent déjà affaiblis, mal nourris, souvent porteurs de tares héréditaires. Nos braves nourrices de campagne font ce qu'elles peuvent, avec les moyens dont elles disposent, mais elles ne peuvent accomplir de miracles. Montclair posa alors la question qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines, et qui donnait à cette confrontation une dimension personnelle dramatique, et Céleste Montclair, placée chez Madame Dutheil près de Caen en 1855. Vous vous en souvenez parfaitement, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis le début de l'entretien, le masque de sérénité bourgeoise de Leclerc vacilla imperceptiblement. Ses yeux se durcirent, et il prit le temps de tirer longuement sur son cigare avant de répondre. « Ce nom ne me dit absolument rien, monsieur l'inspecteur. Nous traitons tellement de dossiers chaque année, plusieurs milliers d'enfants, il m'est impossible de me souvenir de chaque cas particulier. C'était ma nièce, monsieur Leclerc, la fille de ma sœur Élise. » Le silence qui s'installa dans le salon feutré fut lourd de menaces et de sous-entendus. Leclerc comprenait parfaitement que l'enquête administrative avait pris une dimension personnelle dangereuse qui dépassait largement le cadre habituel des vérifications bureaucratiques. Il était face à un homme dont la famille avait été détruite par son système et qui avait donc toutes les motivations du monde pour aller jusqu'au bout de sa quête de vérité. « Monsieur l'inspecteur, dit-il finalement d'une voix plus prudente et calculée,
Si vous aviez des griefs personnels contre notre organisation philanthropique, vous auriez dû vous récuser dès le début de votre mission. Votre objectivité professionnelle est gravement compromise et vos conclusions n'auront aucune valeur légale. Mon objectivité ? Ricana Montclair avec une amertume qui perçait sa voix d'ordinaire si maîtrisée. Savez-vous que votre organisation philanthropique a tué plus d'enfants innocents que l'épidémie de choléra de l'année dernière? Que vos nourrices encaissent des pensions pendant des mois pour des bébés morts et enterrés en secret? Que vous organisez un trafic d'êtres humains sous couvert de charité chrétienne et de respectabilité bourgeoise? L'entretien se termina par des menaces mutuelles à peine voilées. Leclerc promit de porter plainte pour diffamation, chantage et harcèlement contre un fonctionnaire qui dépassait ses prérogatives. Montclair promit de révéler toute la vérité dans la presse républicaine et de traîner tous les responsables devant les tribunaux, quel que soit leur rang social et leur protection politique. Mais en quittant l'hôtel particulier de Leclerc, sous les regards méprisants des domestiques en livrée, Montclair savait parfaitement qu'il s'attaquait à un système protégé par des intérêts puissants et des complicités qui montaient jusqu'au plus haut niveau de l'État. La mortalité infantile dans les campagnes arrangeait bien des consciences bourgeoises qui préféraient ignorer délibérément le sort de ces enfants indésirables plutôt que de financer de véritables structures d'accueil et de protection sociale. Le soir même, dans sa chambre d'hôtel parisienne de la rue Saint-Honoré, il rédigea son rapport final à la lueur d'une lampe à pétrole. 43 pages manuscrites détaillant minutieusement l'ampleur du scandale, noms et preuves irréfutables à l'appui. Il y dénonçait un système qui transformait méthodiquement la détresse des familles pauvres en profit pour quelques intermédiaires sans scrupules, et la vulnérabilité tragique des bébés en condamnation à mort déguisés sous les apparences de la charité. En conclusion de ce réquisitoire accablant, il écrivait « Il apparaît clairement que nous sommes en présence d'un crime organisé contre l'enfance malheureuse, perpétré sous couvert de placements nourriciers et protégé par l'indifférence complice des autorités locales. Les responsables de ce massacre doivent être traduits devant la justice et le système entièrement réformé pour empêcher la reproduction de telles horreurs. » Mais Montclair ne savait pas encore que son rapport, malgré sa précision et sa documentation irréprochable, allait se heurter à un mur d'indifférence institutionnelle et d'intérêt politique qui dépassait largement sa capacité d'action individuelle. Mai 1875, 3 semaines après la remise du rapport. Le bureau du ministre de l'Intérieur, dans l'imposant hôtel de Beauvau, baignait dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi parisienne. Les murs lambrissés de chênes sombres étaient ornés de portraits officiels et de cartes de France, témoignant de la grandeur administrative de la République naissante. Montclair attendait depuis plus d'1 heure dans l'antichambre, son rapport sous le bras, quand M. de Broglie daigna enfin le recevoir. L'accueil fut glacial et révélateur des intentions du pouvoir. « Montclair, » dit le ministre sans même lever les yeux de ses dossiers ministériels, continuant à signer des décrets d'une main ferme, « votre rapport fait beaucoup de bruit dans les couloirs. Beaucoup trop de bruit pour notre goût. Monsieur le ministre, il s'agit d'un scandale sanitaire et moral majeur qui compromet l'honneur de la France. Plus de 300 morts documentés dans une seule région et probablement des milliers d'autres si nous étendons l'enquête à l'ensemble du territoire national. L'opinion publique a le droit de savoir. Précisément. » De Broglie posa enfin ses yeux froids et calculateurs sur l'inspecteur. « Vous vous rendez compte des implications politiques désastreuses ? Nous sommes en pleine reconstruction morale et économique après les terribles épreuves de 1870 et de la Commune. La France a un besoin vital de stabilité et de confiance, pas de scandale retentissant qui ternirait notre image internationale et alimenterait la propagande monarchiste. » Montclair sentit le piège institutionnel se refermer inexorablement sur lui. « Vous voulez étouffer cette affaire? Faire comme si ces centaines d'enfants morts n'avaient jamais existé? Je veux de la discrétion et du réalisme politique, » répliqua sèchement le ministre. «
Quelques réformes administratives discrètes, un renforcement des contrôles sanitaires dans les campagnes, des circulaires préfectorales, mais certainement pas de procès retentissants qui alimenteraient la presse à sensation et donneraient des arguments à nos adversaires politiques. Leclerc et ses associés seront priés de cesser leurs activités les plus voyantes. Les nourrices les plus négligentes recevront des avertissements. Cela suffira largement. Et les familles victimes, explosa Moncler, elles ont le droit sacré de savoir ce qui est véritablement arrivé à leurs enfants. Le droit de connaître la vérité et d'obtenir justice. Ces familles, Moncler, dit le ministre avec un cynisme qui glaça le sang de l'inspecteur, sont exactement celles qui n'ont aucun pouvoir de nuire à l'ordre établi. Des ouvrières illettrées, des domestiques sans ressources, des filles-mères rejetées par leur famille. Qui les écoutera dans les salons parisiens? Qui s'indignera sincèrement pour des bâtards morts dans la misère rurale? La bourgeoisie a d'autres préoccupations que le sort de cette racaille prolétarienne. La brutalité de ces paroles frappa Moncler comme un coup de massue. Il réalisait avec une amertume infinie que sa quête de justice se heurtait à un mur d'indifférence institutionnelle et de calculs politiques cyniques. La mort de centaines d'enfants pauvres ne pesait absolument rien face aux intérêts politiques et économiques des classes dirigeantes. Ma nièce était l'une de ces bâtards, monsieur le ministre. Justement, votre implication personnelle compromet gravement l'objectivité de votre rapport et la crédibilité de vos conclusions. J'ai décidé de vous muter immédiatement dans le Nord, où vos compétences techniques seront mieux employées à surveiller les conditions de travail dans les mines de charbon, un domaine plus approprié à vos talents. Moncler comprit instantanément qu'il était en train d'être sacrifié sur l'autel de la raison d'État. Son rapport serait classé dans les archives ministérielles, les responsables blanchis par l'indifférence complice du pouvoir, et les victimes définitivement oubliées par l'histoire officielle. Et si je refuse cette mutation? Si je porte cette affaire devant l'opinion publique? Alors votre carrière sera terminée et vous vous retrouverez sans pension ni recommandation. Qui croira un fonctionnaire révoqué pour faute professionnelle? Le ministre sourit froidement. Réfléchissez bien, Moncler. Vous avez une épouse et 2 enfants à nourrir. 2 jours plus tard, désabusé mais non résigné, Moncler retourna une dernière fois dans le Morvan. Pas pour une mission officielle cette fois, mais pour un pèlerinage personnel et douloureux. Il voulait voir la tombe de sa nièce Céleste, même si elle n'était marquée d'aucune pierre tombale, même si elle se confondait avec des dizaines d'autres dans l'anonymat de la terre bourguignonne. La ferme du Teil était complètement à l'abandon depuis la mort de la vieille nourrice l'hiver précédent. Les volets pendaient de guingois, les tuiles glissaient du toit, et les ronces envahissaient la cour où avaient jadis joué les rares enfants survivants. Moncler erra longuement dans le pré humide, derrière la maison, où l'herbe haute poussait sur des dizaines de petites bosses dans la terre meuble. Aucune croix, aucun nom, aucune trace visible de ces vies écourtées qui avaient été effacées comme si elles n'avaient jamais eu la moindre importance. Il s'agenouilla sur l'une de ces tombes anonymes, ne sachant pas si c'était celle de Céleste, mais s'en moquant finalement, et pleura pour la première fois depuis la mort tragique de sa sœur Élise. Il pleura pour sa nièce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de connaître, pour Élise qui était morte de chagrin et de culpabilité, et pour tous ces bébés innocents dont l'existence avait été effacée de l'histoire comme si elle n'avait jamais eu lieu. En se relevant, les genoux mouillés par l'herbe humide, il aperçut une silhouette familière à l'orée du petit bois de châtaignier. Marguerite Dubois, venue elle aussi en pèlerinage sur la tombe de son fils Henri. Elle tenait à la main un modeste bouquet de primes verts sauvages qu'elle avait cueillis le long du chemin. Dernière fleur du printemps bourguignon. « Vous aussi, vous cherchez votre enfant dans ce cimetière oublié ?» demanda-t-elle d'une voix brisée par le chagrin et les larmes contenues depuis des mois. « Ma nièce, » répondit Moncler en s'essuyant discrètement les yeux, morte il y a 20 ans dans les mêmes conditions atroces, victime du même système criminel. Ils restèrent là, côte à côte, dans le silence du soir tombant,
deux adultes détruits par le même système d'exploitation et de mort, unis dans leur douleur infinie et leur impuissance face à l'injustice institutionnalisée. Marguerite avait économisé sou par sou pendant 8 mois pour faire ce voyage depuis Paris, espérant encore contre toute logique retrouver Henri vivant et en bonne santé. Apprendre la vérité sur sa mort l'avait anéanti moralement et physiquement. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle en déposant ses fleurs sur l'une des tombes anonymes. « Est-ce que les responsables de ces crimes seront punis? Est-ce que justice sera rendue à nos petits ?» Montclair ne put lui mentir. Il lui devait au moins la vérité, même si elle était amère et décourageante. « Non, Madame Dubois, l'affaire sera étouffée par les autorités. Officiellement, vos enfants sont tous morts de cause naturelle, de la volonté divine ou de la fatalité. Personne ne sera inquiété, aucune responsabilité ne sera établie. Le système continuera ailleurs, sous d'autres formes. Alors ils sont morts pour rien? Toute cette souffrance, toutes ces séparations, pour rien? Pas pour rien, dit doucement Montclair en regardant le soleil se coucher derrière les collines du Morvan. Je vais partir dans le nord comme on me l'ordonne, mais je n'oublierai jamais ce que j'ai découvert ici. Et peut-être qu'un jour, quand les temps auront changé, quand la société sera plus juste, quelqu'un racontera leur histoire. Quelqu'un témoignera pour eux. Et en attendant, nous garderons leur mémoire vivante dans nos cœurs. C'est tout ce qui nous reste. 6 mois plus tard, Victor Leclerc avait discrètement fermé son bureau de placement parisien et s'était reconverti dans l'immobilier de luxe, bénéficiant de capitaux mystérieux qui lui permirent d'acquérir plusieurs hôtels particuliers dans les beaux quartiers. Les fermes à bébés du Morvan cessèrent progressivement leurs activités les plus voyantes, remplacées par de nouvelles structures, dans d'autres régions plus isolées, où les contrôles étaient encore plus lâches et les complicités mieux établies. Madame Rousseau continua son sinistre commerce pendant encore 2 ans, jusqu'à ce qu'une épidémie de diphtérie emporte d'un coup tous les enfants qu'elle hébergeait. Elle mourut elle-même de chagrin et d'alcoolisme en 1878, emportant ses secrets dans une tombe du cimetière de Château-Chinon que personne ne vint jamais fleurir. Paul Montclair mourut prématurément en 1898 dans une petite ville minière du Nord, emporté par la silicose contractée lors de ses inspections dans les puits de charbon. Il avait passé ses dernières années à documenter secrètement les conditions de travail des enfants dans les mines, constituant un dossier accablant que personne ne consulta jamais. Ses papiers personnels, y compris son rapport sur les fermes à bébés, furent brûlés par sa logeuse qui ne voulait pas encombrer le grenier de vieux papiers sans valeur. Marguerite Dubois retourna à Paris et vécut encore 43 ans dans son petit appartement de Belleville, ne se remariant jamais et ne parlant jamais de Henri à quiconque. Elle mourut seule en 1920, pendant la grande épidémie de grippe espagnole, emportant avec elle le souvenir de son fils et la douleur de cette séparation qui avait brisé sa vie. Sa douleur resta son secret jusqu'à son dernier souffle. Catherine Moreau, Anne Lefebvre et toutes les autres mères qui avaient fait ce terrible voyage vers le Morvan connurent des destins similaires. Certaines sombèrent dans la folie, d'autres dans l'alcoolisme ou la prostitution. Aucune ne revit jamais son enfant vivant. Aucune n'obtint jamais d'explication satisfaisante sur les circonstances exactes de sa mort. Les tombes anonymes du Morvan, de Normandie et de Bretagne se couvrirent peu à peu de ronces et d'oubli. L'herbe poussa sur ses petites bosses dans la terre, les effaçant progressivement du paysage comme elles avaient été effacées de l'histoire officielle. Seuls quelques historiens du XXe siècle retrouveraient les traces partielles de ce système macabre dans les archives départementales poussiéreuses, documentant froidement une tragédie que personne n'avait voulu voir à l'époque et que beaucoup préféraient encore ignorer. Le système des fermes à bébés ne disparut pas vraiment. Il se transforma, s'adapta, changea de nom et de méthode. Dans les années 1880, on parla de colonies agricoles pour l'enfance délaissée. Dans les années 1900, d'œuvres de sauvetage rural. Toujours le même principe, éloigner les enfants indésirables des villes, les confier à des structures sous-financées et mal contrôlées,
fermer les yeux sur les résultats. Il fallut attendre la loi de 1874 sur la protection de l'enfance, puis celle de 1889 sur la déchéance paternelle, pour que des mesures efficaces commencent à être prises. Mais ces lois restèrent longtemps lettres mortes dans les campagnes reculées, où les traditions et les intérêts locaux primaient sur les directives parisiennes. L'histoire des fermes à bébés françaises resta ainsi enfouie pendant plus d'un siècle, comme ces centaines de petites tombes perdues dans les prés de Bourgogne, de Normandie et de Bretagne. Témoins silencieux d'une époque où la vie des plus vulnérables ne valait que le prix d'une pension mensuelle, où la misère des uns faisait la fortune des autres, où l'indifférence sociale pouvait prendre les apparences de la charité chrétienne. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle sur les collines du Morvan, on peut parfois entendre dans son murmure l'écho lointain de pleurs qui ne se sont jamais vraiment tus, ceux de ces bébés qui ne sont jamais devenus des enfants, de ces mères qui ne les ont jamais revus, et de tous ceux qui ont tenté de témoigner pour eux mais dont la voix a été étouffée par l'indifférence des puissants. Car si les corps de Henri, Céleste et de milliers d'autres ont disparu dans la terre anonyme des campagnes françaises, leur histoire mérite d'être contée. Ils représentent ces victimes oubliées de l'industrialisation sauvage du XIXe siècle, ces sacrifiés de la modernité naissante, qui a préféré cacher sa misère plutôt que de la combattre. Leur mémoire nous rappelle que derrière les grandes transformations historiques se cachent toujours des tragédies individuelles, que le progrès a ses victimes et que la vigilance de chaque génération est nécessaire pour empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent sous d'autres formes. L'histoire macabre des fermes à bébés nous enseigne aussi que la vérité, même enterrée, finit toujours par ressurgir. Un jour ou l'autre, quelqu'un raconte, quelqu'un témoigne, quelqu'un refuse l'oubli. Aujourd'hui, nous sommes ce quelqu'un.